Donc vous avez l'églantine qui est symbole ouvrier et vous avez le muguet qui est le symbole des élites conservatrices. Aujourd'hui, je te parle de l'histoire du 1er mai. Pour beaucoup, c'est simplement la fête du travail, un jour férié, un jour où on loupe l'école, un jour où on offre du muguet, mais c'est bien plus que ça. D'ailleurs, à travers cette histoire, on va comprendre en quoi le muguet est un symbole contre-révolutionnaire. Alors je te propose de t'asseoir confortablement et de me laisser te raconter cette histoire. Nous sommes aux États-Unis, en 1884. À cette époque, le travail est compliqué. Les journées peuvent aller jusqu'à 12 heures de travail par jour, tout ça dans des conditions très pénibles de travail. Vous vous rendez compte, vous commenciez à travailler à 6 heures et vous finissiez à 18 heures. Alors, en 1884, les ouvriers et ouvrières se laissent 2 ans. 2 ans pour obtenir gain de cause sur leurs revendications, c'est-à-dire la journée de 8 heures. Sur une journée de 24 heures, ils veulent pouvoir avoir 8 heures de repos, 8 heures de loisirs et 8 heures de travail, à la place de 10 à 12 heures actuellement. Et hop, nous sommes 2 ans plus tard, en 1886, toujours aux États-Unis, et les conditions ne se sont toujours pas améliorées. Dans encore beaucoup trop d'entreprises, les journées de travail peuvent s'élever jusqu'à 12 heures par jour. Les ouvriers et ouvrières décident alors de se mobiliser, et pas n'importe quel jour, le 1er mai. Et ce n'est pas pour rien que la date du 1er mai a été choisie. Je le rappelle, on est aux États-Unis, et là-bas c'est le 1er mai que commence leur année comptable. Donc c'est-à-dire que c'est là qu'ils vont décider du renouvellement des contrats ou du non-renouvellement des contrats. Sauf que les logements que les ouvriers et ouvrières ont, c'est en fonction de leur contrat aussi. Donc s'ils perdent leur contrat, ils perdent leur logement. Donc en fait, c'est un jour décisif dans la vie des ouvriers et ouvrières, puisqu'en fait, ça peut leur faire tout perdre. Nous sommes alors le 1er mai 1886 et 340 000 personnes vont alors entamer une grève générale. Il faut savoir que cette grève sera très fortement réprimée par la police. Il y aura beaucoup de blessés et surtout beaucoup de morts. La grève prend énormément d'ampleur aux États-Unis et va même se poursuivre au-delà du 1er mai. En effet, le 4 mai 1886 va se tenir un rassemblement à Chicago contre les violences policières. Le rassemblement était calme, les prises de parole étaient faites, la lutte s'animait sans grande violence, si ce n'est celle des policiers qui ont décidé de charger la foule. Déterminés à étouffer la lutte sociale, c'est alors qu'une bombe explose, tuant ces mêmes personnes qui ont voulu tuer la lutte. Un policier est mort. La réaction est immédiate et les flics décident donc de tirer sur la foule. Dès le lendemain, des anarchistes sont arrêtés et on leur réclame la peine de mort. Dans cette décision de justice, ce n'est pas seulement la mort de manifestants que l'on souhaite, mais c'est aussi la mort de l'anarchisme, la mort du socialisme et la mort de la lutte. Suite au procès, 4 anarchistes vont alors être pendus. On va les appeler les martyrs de Chicago. Nous sommes en 1889, au congrès de la Seconde Internationale. C'est alors qu'on va décider d'internationaliser la revendication de la journée de 8 heures. C'est un délégué français qui va dire « Non mais venez les gars, ce qu'ils ont fait aux États-Unis c'est trop bien, nous aussi on veut des journées de 8 heures, venez on fait de cette cause une cause universelle, internationale. Venez, il faut créer une grève universelle. » C'est alors qu'un délégué américain va proposer la date du 1er mai en hommage aux martyrs de Chicago, qui sont morts dans la lutte sociale pour la journée de 8 heures parce que réprimés par les policiers. À ce moment-là, donc on est en juillet 1889, on décide alors de rendre cette journée effective à partir du 1er mai 1890. Les 1er mai qui vont suivre ne vont pas se passer comme on aurait espéré. Malheureusement, il y avait beaucoup de répression. La répression patronale qui menaçait de licenciement et la répression étatique qui menaçait d'envoyer des gendarmes qui étaient vraiment violents envers les manifestants. Et je ne peux vous parler de l'histoire du 1er mai sans vous parler de la fusillade de Fourmies. Fourmies, c'est une ville dans le nord de la France. En fait, l'hiver précédent, les ouvriers et ouvrières ont subi de grandes baisses de salaire dans les filatures de la ville de Fourmies. Donc comme ils étaient vraiment énervés, ils ont vraiment préparé leur 1er mai et ont préparé vraiment une grosse grève. La grève, elle était vraiment générale dans toutes les filatures de la ville, donc les gendarmes ont été envoyés et ont embarqué plusieurs manifestants. Suite à ça, donc, il y a eu un mouvement pour demander la libération de ces manifestants qui ont été embarqués par les gendarmes, et les soldats ont alors ouvert le feu sur 9 ouvriers. Le plus jeune de ces ouvriers avait 12 ans et le plus vieux en avait 30. Nous sommes le 1er mai 1906. Sur la façade de la Bourse du Travail est brandie une banderole.
À partir du 1er mai 1906, nous ne travaillerons que 8 heures par jour. Et cette année-là, encore une énorme répression. Plus de 800 arrestations et énormément de blessés parmi les manifestants. La journée de travail de 8 heures sera finalement obtenue en 1919. Comme on le voit depuis le début de la vidéo, le 1er mai, c'est vraiment une lutte sociale pour le droit des travailleurs et travailleuses. Mais aujourd'hui, on entend dire la fête du travail. Mais pourquoi ça? Ça, c'est à cause du maréchal Pétain. Nous sommes en 1941, sous la France de Vichy. Pétain va alors changer toute la symbolique liée au 1er mai. Tout d'abord, son prénom c'est Henri-Philippe Pétain. Il faut savoir qu'à l'époque, le 1er mai c'était la Saint-Philippe. Donc je pense qu'il a un peu voulu se réapproprier ça. Donc il a enlevé toute la dimension socialiste, lutte sociale. Il va appeler ce jour-là la fête du travail. C'est Pétain qui va appeler ça la fête du travail. Quand vous dites aujourd'hui « Ah le 1er mai c'est la fête du travail », si c'est resté dans les esprits, c'est parce que Pétain l'a mis dans l'esprit des gens. Ok, sinon personne ne disait la fête du travail avant. Et quand il dit travail, c'est vraiment au sens labeur, quoi. C'est pas du tout dans le sens social. Et donc c'est lui aussi qui va instituer le fait qu'on offre du muguet le 1er mai. Et je dis bien imposé, puisqu'à la base, c'était pas du tout du muguet qu'on offrait. En fait, le 1er mai 1890, qui est la première fête internationale des droits des travailleurs et travailleuses, je dis bien du coup la première fête internationale puisque ça a été décidé l'année d'avant, en 1889, pendant le congrès de la Seconde Internationale. Et donc pendant ce jour-là, le 1er mai, les manifestants portaient un petit triangle rouge. Et en fait, peu à peu, la symbolique de ce triangle rouge va être remplacée par une fleur qui est l'églantine. Donc à la base, c'est l'églantine qui symbolise le 1er mai. Mais vous doutez bien que les élites conservatrices et patronales n'aimaient pas du tout cette lutte. C'est comme ça qu'à partir environ des années 1907, les organes de presse de l'époque vont commencer à parler du muguet, la fleur du moment, puisque c'est une fleur qui naît vraiment au printemps, etc. Donc en fait, petit à petit, les élites, je dis bien les élites, parce que c'est pas du tout les travailleurs et travailleuses qui ont mis le muguet, c'est les élites qui ont commencé à démocratiser le muguet le jour du 1er mai, remplaçant du coup l'églantine. Et vous aviez des articles de journaux qui disaient quand le muguet supplante la lutte sociale de l'églantine. J'ai trop le seum. Donc vous avez l'églantine qui est symbole ouvrier et vous avez le muguet qui est le symbole des élites conservatrices. Et finalement, c'est resté parce que Pétain, voilà, l'a vraiment acté que c'était ça. Et bon, voilà, c'est resté dans la mémoire des gens. Mais alors, je vous pose la question, pourquoi on n'offrirait pas des églantines désormais pour le 1er mai? On arrive à la fin de cette vidéo, donc si je devais faire une conclusion pour cette vidéo, c'est que je trouve que c'est fou à quel point l'histoire se perd. Et les élites ont cette capacité à effacer les symboles ou même à les remplacer par des choses élitistes sans même qu'on s'en rende compte parce que voilà, on connaît pas tous l'histoire. Alors, rappelons cette histoire, j'espère que vous avez vraiment regardé cette vidéo, que vous allez propager cette histoire et que vous allez offrir des églantines désormais. Rappelons-nous que le 1er mai, c'est pas seulement un jour férié, les gens sont morts ce jour-là. Alors rappelons-nous de nos martyrs. Sur ce, c'était ma toute première vidéo YouTube, j'étais un peu timide, mais en vrai... Mais bon, soyez indulgents et en tout cas, j'ai hâte de vous en faire plein, toujours pour vulgariser la politique, parfois de façon un peu plus approfondie à travers des vidéos, longues. Mais en tout cas, n'hésitez pas à propager cette histoire parce que pour moi, c'est hyper important et pour que les symboles ouvriers ne s'oublient pas et que les élites arrêtent de prendre le monopole de nos luttes. Voilà, sur ce, je vous dis à la prochaine.